Bonjour et bienvenue dans Celles qui rêvent de devenir écrivain. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend le rythme habituel des épisodes et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas du tout aimé et je vous explique pourquoi. De dramaturgie, d'objectifs de personnages, de retour de bêta-lecteurs, de maisons d'édition, de perfectionnisme, d'auto-édition, de promesses, d'humour, de relecture et de bien d'autres choses. En prime, je vous réserve même une petite surprise vers la fin de l'épisode. Bonne écoute à vous. Le jeudi 6 janvier 2022, je viens de finir un livre que je n'ai pas du tout aimé. Pourtant, il avait tout pour me plaire, puisque ça se passe dans une culture que je ne connais pas du tout, que j'avais envie de découvrir, qu'il est en plus très bien écrit. Sauf que il n'y a pas d'intrigue. Enfin, il y a une intrigue, mais l'auteur nous tient à distance. On s'approche pas des personnages. J'ai eu l'impression de voir tout le livre se dérouler à quelques mètres sous moi, sous mes yeux, sans jamais être invité à rentrer dans la danse. Et tout s'est un peu déroulé comme une grande fresque à laquelle j'aurais assisté, mais auquel on ne veut surtout pas me faire participer. Donc j'ai pas été touchée, j'ai pas été émue, j'ai rien ressenti. Et la réflexion que je me fais là en ayant terminé, c'est que un livre peut être bien écrit et très mauvais. Alors je ne sais pas si c'est parce que moi ce n'est pas ce que j'attends de la littérature et c'est pas du tout ce qui me plaît, je ne suis absolument pas sensible à ce genre de littérature, ou est-ce que c'est l'auteur qui n'a pas su s'y prendre. C'est sûr qu'il ne respecte pas du tout les règles de dramaturgie qu'on peut connaître, mais à la limite, moi je suis ouverte à tout. Je trouve ça bien quand on tente des choses et qu'on essaye. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de formater mon écriture en me cantonnant à ces dictates de la dramaturgie avec la situation initiale, l'élément déclencheur, les rebondissements, les 3 actes, etc., etc. Je pense que c'est quand même bien de se laisser une certaine marge de manœuvre, mais n'empêche que moi, ce que je remarque, les livres qui me plaisent et auxquels je m'accroche, non seulement ce sont des livres qui sont la plupart du temps bien écrits, mais des fois, c'est pas forcément ceux qui sont les mieux écrits, mais sauf qu'ils arrivent à m'accrocher parce que il y a une chose qui pour moi est très importante, le personnage a un objectif. Ne serait-ce que ça, moi j'arrive à m'accrocher à un livre parce que je sens que ça va dans une direction. Là typiquement, les personnages illustrent une page d'histoire, en gros. Ils ont aucun objectif, ils sont dématérialisés, ils ne s'incarnent pas dans la réalité de ce roman, donc en fait on n'arrive pas à s'y attacher. J'ai l'impression que ça reste des icônes inaccessibles, lointaines, et je ne suis du coup absolument pas touchée. Il n'y a aucune problématique, aucun enjeu. Alors si, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que ce ne sont pas... j'ai pas vécu les choses de l'intérieur. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir lu un livre d'histoire ou un essai là-dessus plutôt qu'un roman. Pour moi, un roman, ça nous emporte dans une histoire. Une histoire avec des personnages. Et le but, c'est quand même de vivre des émotions, il me semble, quoi. Moi, j'aime beaucoup aussi les livres qui me questionnent. C'est-à-dire que, en lisant, je me dis, mais moi, si je me retrouvais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais ? Et puis, de ne pas avoir de réponse, évidemment, et de se demander, du coup, mais qu'est-ce que va faire le personnage ? Puisque moi-même, je n'ai pas la réponse. Et c'est quand je suis remuée comme ça avec ce genre de questionnement de l'intérieur qu'un livre me touche, qu'un livre me plaît et auquel je m'accroche. Là, je me suis accrochée pour arriver jusqu'à son terme, mais franchement, j'avais plus envie de lire. Ça m'a pris un temps fou alors qu'il n'est pas très épais, mais ça m'a pris un temps fou parce que vraiment, j'y allais à reculons. Je suis très contente de l'avoir terminé, car enfin, je vais pouvoir me faire plaisir, j'espère, avec ma prochaine lecture. Parce que là, je suis un peu... j'en pouvais plus, quoi. Ça fait 2 livres que je lis que franchement, je trouve pas terribles. En tous les cas, qui me parlent pas, quoi. Mais bon, en même temps, c'est bien, parce que ça me permet de comprendre qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est bien dans les 2 sens. Quand ça me plaît, il faut que je comprenne pourquoi ça me plaise. Et quand ça ne me plaît pas, il faut aussi que je comprenne pourquoi ça ne me plaît pas. Une chose aussi, c'est que je viens juste d'avoir des nouvelles du producteur-réalisateur. Il a été complètement débordé par le travail ces derniers temps, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de poursuivre sa lecture et donc évidemment de m'apporter un nouveau retour. Je suis carrément déçue pour 2 raisons. D'abord parce que je me dis que j'ai pas réussi à l'accrocher suffisamment
pour l'inciter à poursuivre sa lecture. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute d'un certain côté, même si il a pu en effet être très très pris, ce que je peux comprendre tout à fait. Et d'autre part, je me dis que son retour ne va pas servir à grand chose. Parce que si c'est interrompu 1 mois, presque 2 mois, entre le début du roman et la fin, il aura complètement perdu le fil. Même moi, je le perds le fil en 1 mois d'interruption. Donc il aura oublié la moitié des choses. Il va avoir du mal à avoir un regard qui englobe le tout très pertinent. Et même dans le cas où il me ferait des remarques pertinentes, je vais les remettre en doute parce que le fait qu'il se soit interrompu dans sa lecture pendant aussi longtemps, ça enlève toute crédibilité au retour qu'il pourrait me faire. Donc je suis super déçue parce que finalement je me dis que si j'avais su, j'aurais pas dû lui donner à lire parce que là ça ne sert un peu à rien. Maintenant la seule chose qui se passe, c'est que j'ai peur qu'il me fasse des retours qui ébranlent encore un peu plus le peu de confiance que j'ai en moi pour ce texte. Surtout que là je suis dans une optique où j'ai envie d'amener ce texte jusqu'au bout, peu importe ses défauts, peu importe mon sentiment, peu importe si j'ai pas fait exactement ce que j'avais envie de faire. Le but, c'est de l'amener à son terme, de le proposer à des maisons d'édition tel qu'il est. Là, j'ai envie de faire une dernière relecture, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, et si c'est le cas, je l'envoie tel quel. Et puis, tant pis, pour les choses qui restent à améliorer. C'est un travail de toute façon qui est infini et je m'en sors pas et c'est plus possible de continuer comme ça. Bon, si ça se trouve, je dis ça maintenant parce que j'ai pas le nez dedans et puis quand je vais le relire, je me dis non, je peux pas l'envoyer tel quel à des maisons d'édition. En fait, j'attends vraiment l'avis d'une personne en qui j'ai toute confiance qui me dise c'est bon, envoie-le en maison d'édition. J'ai besoin de me sentir rassurée, mais j'ai l'impression que j'en fais trop autour de ce texte en fait. Il y a un moment, il faut juste dédramatiser les choses. C'est bon, c'est qu'un texte, c'est qu'un roman, t'en écriras d'autres, il y en aura d'autres derrière, et c'est bon, envoie-le. Qu'est-ce que t'as à perdre ? C'est comme si je jouais ma vie avec ce texte. Oui, il y a un peu de ça, je pense. J'ai mis beaucoup de choses dedans, et j'attends maintenant d'en retirer autant. Ce qui, évidemment, risque très fort de déboucher sur une déception. Déjà parce que je risque d'avoir des refus de maisons d'édition, et ça me fait quand même hyper peur. En plus, je risque d'avoir du mal à trouver une maison d'édition. Et puis, j'ai pas envie de trouver une maison d'édition coûte que coûte pour qu'il soit à tout prix publié. Enfin bon, je dis ça. Et puis en même temps, si je suis refusée dans les maisons d'édition que je vise, qu'est-ce que je préfère ? Je préfère avoir une maison d'édition qui s'occupe de toute l'édition ou le faire auto-éditer ? Je préfère avoir une maison d'édition à laquelle je tiens un petit peu moins plutôt que de tout éditer moi-même. Parce qu'avec une maison d'édition, je peux être distribuée en librairie, il peut y avoir un travail éditorial de fait, et même dans le cas où il n'y a pas de travail éditorial, parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui ne s'embêtent pas avec ça, au moins il est distribué en librairie, et puis ça me donne une certaine légitimité. Enfin, en même temps, il y a des maisons d'édition, je pense que je n'aurais pas l'impression d'être beaucoup plus légitime si j'étais éditée chez elles. Mais bon, une maison d'édition, aux yeux des gens, c'est quand même toujours plus crédible que de l'auto-édition, pour le moment en tous les cas. Après, c'est sûr qu'en auto-édition, j'aurai plus de chances de gagner un peu d'argent avec ce texte. Mais d'un autre côté, gagner de l'argent, ça n'a jamais été mon objectif. Et en même temps, si je veux gagner un petit peu d'argent, il va falloir que je fasse la promotion toute seule de ce roman. Sachant que c'est un truc qui me barre profondément. Donc, il a plus de chances finalement de se vendre mieux en maison d'édition. Et donc finalement, que je gagne un petit peu plus d'argent en maison d'édition que dans l'auto-édition. Et ça me prendra moins d'énergie en maison d'édition. Bon, je vais y aller par palier. Je vais d'abord viser toutes les maisons d'édition dans lesquelles j'aimerais qu'ils soient publiés. Et puis petit à petit, je vais revoir mes choix à la baisse. J'ai déjà loupé le coche avec certaines maisons d'édition dans lesquelles j'aurais trop aimé trouver ma place, comme par exemple les éditions de l'Iconoclaste. Franchement, j'adore cette maison d'édition, j'adore ce qu'ils font. La plupart des romans que j'ai lus enfin, j'en ai pas lu beaucoup, je m'emballe un peu, mais les romans que j'ai lus chez eux, j'ai beaucoup aimé. Et tous les romans qu'ils font, j'ai très très envie de les lire.
Et ceux que j'ai lus, j'ai pas été déçue, j'ai même eu un coup de cœur chez eux. Donc c'est quand même pas hyper courant mes coups de cœur en littérature, donc voilà. Et puis j'ai loupé le coche avec les éditions de l'Observatoire. Je pense qu'il est aussi une belle maison d'édition, que je ne connais pas bien pour le coup. Là, je viens de recevoir un livre publié chez eux, Le silence d'Isra, je crois que ça s'appelle. Le thème me parle beaucoup sur une femme pakistanaise, il me semble, qui s'installe aux États-Unis, sur la thématique de la culture, comment on s'intègre dans un pays qui n'est pas le nôtre, tout ça. Ça, ce sont des thématiques qui me plaisent. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 maisons d'édition auxquelles j'ai postulé et auxquelles je n'ai pas été prise, que je regrette. Les autres, bon, c'était un peu plus prévisible. Par exemple, les éditions du Tripode, bon, je suis pas sûre que je suis dans leur ligne éditoriale. Eux, ils cherchent vraiment des romans très très originaux. Je pense que moi, je suis un peu plus classique. Après, les éditions Robert Laffont, c'est une grosse maison d'édition. Donc bon, c'est un peu plus logique que j'ai pas été retenue chez eux. Et ensuite, les éditions J.C. Lattès, c'est pareil, c'est un peu le même principe. J'ai envoyé chez eux parce que j'ai lu Delphine de Vigan et que j'aime beaucoup ses romans. Et bon, je me dis, si je dois me raccrocher à une autrice, ça serait un peu à elle, quoi. Mais bon, de très loin, quoi. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de sentiments. Mon roman, il pourrait s'inscrire dans cette ligne-là. Mais bon, les ressemblances sont quand même très ténues. Puis en même temps, l'éditrice qui a publié Delphine de Vigan chez J.C. Lattès est partie chez Gallimard. Donc, bon, j'ai un peu raté le coche, quoi. Et puis, bah, les éditions Michel Lafon, bon, clairement, c'était un coup d'essai. Et puis, à mon avis, je ne corresponds absolument pas à leur ligne éditoriale. Ouais, c'est les seules maisons d'édition auxquelles j'ai postulé. Donc, ça fait quand même un tout petit panel. Maintenant, il y a plein d'autres maisons d'édition qui me tentent. Là, j'ai reçu à Noël pas mal de livres des éditions Zulma. Justement, c'est une maison que j'ai très envie de découvrir parce que je pense que pour le coup, mon livre s'inscrirait bien dans leur ligne éditoriale. Donc du coup, je veux quand même lire quelques livres chez eux. Mais c'est ça aussi, c'est que je veux trop faire bien les choses, ce qui fait que j'avance à 2 à l'heure. Au lieu d'envoyer à toute une tripotée de maisons d'édition, je m'attelle à lire leurs livres, à voir un petit peu des points de ressemblance avec le mien pour pouvoir faire une accroche dans ma lettre de motivation. Je me prends la tête, quoi. Je pense que ce qui compte, c'est mon roman, c'est pas à quel point je connais bien leur maison d'édition. Bon, ça veut dire aussi que je me suis renseignée sur eux, que je leur envoie pas par hasard, mais bon, on peut pas faire ça avec toutes les maisons d'édition, quoi. Et je pense que la littérature contemporaine, il y a énormément d'éditions qui en publient, je peux m'inscrire dans beaucoup de lignes éditoriales, quoi. Donc là, il faut aussi que j'arrête de me prendre un petit peu la tête là-dessus et que j'envoie au plus grand nombre. Donc il y a les éditions Zulma à qui je vais envoyer chez Gallimard, sachant que je ne sais toujours pas s'ils ont enlevé leur message à destination des jeunes auteurs qui leur disaient de réfréner leur élan. Je ne sais pas ce qu'il en est, donc ça se trouve c'est toujours pas possible d'envoyer chez eux, mais bon en même temps là-bas j'ai tellement peu de chances d'être prise que bon. Quelque part c'est une maison qui me fait rêver, et puis d'un autre côté je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'être publiée chez eux, dans le sens que on doit être un peu noyé dans la masse et je ne suis pas sûre qu'il y a un vrai travail éditorial. Je connais une personne qui s'est fait publier chez eux et clairement, il n'y a pas eu de travail éditorial. Donc bon, je trouverais ça un petit peu dommage de passer à côté de ça. Ah oui, la maison d'édition à laquelle j'avais aussi envoyé mon texte, c'est les éditions des Avrils. Bon, elle, c'est toute jeune maison d'édition, je la connais très peu et elles m'ont carrément pas répondu en fait. Ça me tentait bien, mais en même temps, j'avais pas lu de livre chez elles, donc... Après, j'avais écouté des interviews des 2 éditrices, je les avais bien senties, quoi. Une autre maison d'édition à laquelle j'ai envoyé mon texte, c'est les éditions Actes Sud. Après, toutes les grosses maisons d'édition, Flammarion. Grasset, j'hésite parce que j'ai jamais eu trop de coups de cœur sur les romans que j'ai lus publiés chez eux. Puis en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à publier surtout des vedettes, des gens qui sont déjà connus par ailleurs. Alors bon, les gens comme moi, je suis pas sûre que ça les intéresse trop. Puis en plus, quelqu'un que je connais qui a été publié chez eux a eu une mauvaise expérience. Alors du coup, mais j'ai jamais été trop tentée par cette maison d'édition. Donc pas sûre. Bon voilà, j'ai pas tous les noms d'éditions en tête. J'avais aussi les éditions POL en tête, mais c'est très difficile d'avoir leurs coordonnées et c'est un peu...
Je trouve ça un peu froid, l'accueil des nouveaux auteurs chez eux. Alors, je suis pas sûre qu'ils publient beaucoup de nouveaux auteurs. Hein. Après, il y a les éditions Albin Michel aussi, à qui je peux envoyer. Enfin bon, il en reste un paquet. Hein. Là, je vous parle des plus grosses, mais après, il y a toutes les petites maisons d'édition. Puis après, il y a les éditions Maya. Bon, alors, les avis sont très partagés à propos de cette maison d'édition. Je pense que elle va pas faire partie de mes premiers choix, de mon premier envoi. Je vais quand même échelonner mes envois. Je pense que je vais envoyer une première série dès que possible, genre une dizaine, peut-être une quinzaine. Et puis ensuite, je vais faire une pause de 2 mois. Si j'ai pas de nouvelles, je refais un envoi groupé de 10-15, etc., etc. Mais il faut que je me fixe une deadline parce que c'est pareil, ce travail peut être interminable. Et puis tant que j'ai pas été prise quelque part, peut-être je vais être tentée de retravailler mon livre. Enfin voilà, c'est toujours le même problème, quoi. Je pense que tant que je ne serai pas sur le point d'en avoir fini un second, je serai au taquet sur l'Inde de Souraj et j'aurai du mal à lâcher prise. C'est pour ça, en fait, j'essaye un peu de répartir mes œufs dans plusieurs paniers. Parce que là, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier avec l'Inde de Souraj et je mise tout sur ce livre. Le jour où j'en aurai plusieurs à proposer en maison d'édition, ou plusieurs qui seront à peu près aboutis, je me sentirai plus sûre de moi, sans doute aussi. Et puis là, peut-être que la solution aussi de l'auto-édition, ça sera envisageable. Parce que bon, si je publie un premier livre et que j'en ai 2 autres dans le tiroir qui attendent, je peux envisager d'en sortir un par an, de m'occuper de la promotion, de prendre bien le temps pour chacune des étapes. Bon, pourquoi pas. Toutes les solutions sont envisageables, hein. Ça me fait pas rêver, j'avoue. Mais en fait, il faut pas que je perde de vue que le plus important, c'est d'écrire et de partager mes textes. Je me perds souvent parce que la vie des écrivains me fait rêver. Du coup, je me laisse complètement embrigader là-dedans et entraîner vers d'autres horizons qui n'ont plus rien à voir avec l'écriture. Moi, ce qui me plaît, c'est l'écriture. Voilà, c'est tout. J'ai envie de raconter des histoires. Si je pouvais gagner ma vie avec ça, ça serait juste génial. Mais si ça arrive, il faut pas que je m'attende à ce que ça arrive tout de suite. Je pense que j'ai une bonne dizaine d'années devant moi avant qu'il y ait un petit espoir de pouvoir vivre de ma plume. Le vendredi 7 janvier 2022. Je suis surprise en relisant mon journal de découvrir à quel point la littérature était présente dans ma vie quand j'étais pré-ado, j'avais genre 10-11 ans, je parle de tous les livres que je lis, bon, je parle aussi des films que je vois, j'écris pourquoi je les aime, les livres que je lis, alors c'est très succinct, mais bon, ça me donne une petite indication, et je lisais énormément à l'époque, voire même peut-être plus que maintenant, et je me souvenais plus à quel point l'écriture aussi était énormément présente dans ma vie. J'en parle tout le temps, je suis toujours en train de dire que je veux devenir écrivain, je ne sais pas à quel moment j'ai abandonné ce rêve ou je n'y ai plus pensé, je sais pas. Parce qu'en fait, le personnage de mon roman, c'est aussi une fille qui rêve de devenir écrivain et qui est sans cesse détournée de son projet parce qu'elle tombe amoureuse de garçons. Et en écrivant ce pitch de départ, je pensais pas que c'était aussi proche de moi. Oui, bien sûr, je savais que j'aimais écrire, mais je ne pensais pas que mon projet quand j'étais enfant, c'était de devenir écrivain. Qu'est-ce qui a fait que j'ai abandonné ce rêve à un moment ? Pourquoi je m'en suis détournée ? Bon, sans doute parce qu'à un moment, je me suis dit que j'en étais pas capable. J'ai toujours pensé que j'étais pas tellement douée pour l'écriture. Donc, à un moment, je me suis découragée. Puis, à un moment, juste la réalité a pris le pas sur mes rêves. Et je me suis dit, non, que c'était pas fait pour moi, que c'était irréalisable et que ça servait à rien d'essayer. J'ai perdu énormément de temps à me dire ça, en fait. J'aurais continué d'essayer, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, peut-être que j'aurais déjà terminé un roman, peut-être que j'en aurais publié un ou plusieurs. Donc voilà, la seule chose que j'ai à dire, c'est que si vous avez envie d'écrire, si vous avez ce rêve-là, ça ne vous coûte absolument rien d'essayer. Si c'est un plaisir, autant se faire plaisir, quitte à ce que ça devienne une réalité concrète. Le samedi 8 janvier 2022, je suis en train de réécouter tous mes épisodes de podcast depuis le début. En fait, j'avais plus rien à écouter autour de l'écriture dans les podcasts que je connais en tous les cas. Donc, par dépit, je me suis réécoutée. Ce qui me permet de me rendre compte de tout le travail que j'ai fait autour de l'Inde de Souraj, de me remettre dedans, sans avoir repris pour le moment le travail autour de mon texte, mais juste de réaliser tout ce que j'ai déjà fait,
Et puis ça me donne aussi envie de reprendre ce podcast. Je suis toujours en train de me poser la question, j'adorerais le reprendre, hein. C'est pas le problème c'est le temps et l'énergie. Mon boulot me prend toute mon énergie, donc la seule énergie qui me reste, je la consacre à l'écriture et pas autre chose. Après, là où j'hésite aussi, c'est que comme mon projet n'avance pas, il n'y a pas d'avancée concrète là pour le moment, j'ai l'impression de tourner un peu en rond là ces derniers temps et c'est aussi pour ça que j'ai levé le pied sur mon podcast. Et puis je sais pas, le fait de partager mon travail, ça me met une pression supplémentaire, c'est-à-dire que je dois aller au bout. Je peux pas me contenter de dire ça marche pas, merci, au revoir. Il y a quelque chose comme ça, je pense que ça me met une pression et j'ai pas envie de m'ajouter cette pression. Et puis je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de parler autant d'un roman que les gens ne peuvent pas lire ? Parce que ça crée une espèce d'attente énorme. Les gens suivent mon travail, ils voient comment je travaille. Est-ce que une fois qu'ils auront le livre entre les mains, si ça arrive un jour, est-ce qu'ils vont pas être déçus de ce que j'ai écrit ? Est-ce qu'ils vont pas se dire non mais tout ça pour ça ? Ça c'est un peu un autre risque quoi. Et c'est pas négligeable quand même. Peut-être même que ça peut faire peur à une maison d'édition quoi. Je sais pas. C'est peut-être un très 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 mauvais outil marketing ce que je fais là en parlant de mon roman. À la base, c'était pour donner envie de le lire, mais si je donne trop envie et que les gens sont déçus en le lisant, voilà. Oui, c'est comme quand on fait une promesse énorme au début d'un roman. La fin a beaucoup de chances de décevoir un lecteur. Par exemple, tous les gens qui ont regardé Game of Thrones ont été super déçus par la fin de Game of Thrones, mais parce que tout le roman tend dans une direction. On a absolument envie de savoir comment ça va se terminer, comment la fin peut être à la hauteur des attentes d'un lecteur ou d'un spectateur. C'est hyper dur. Et pareil, une autre critique que j'ai souvent entendue par rapport à la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, les gens sont souvent déçus par la fin. Bon, moi, ça m'a pas du tout fait ça, hein. Moi, j'ai adoré le roman. En fait, j'étais préparée aussi à me dire, attention, parce que là, il fait une telle promesse par rapport à la fin que tu risques d'être déçu, donc... mollo quoi, en gros par rapport à mes attentes. Je veux dire, j'attendais de voir ce qu'il allait me proposer et j'ai pas été spécialement déçue parce que ça répondait aux attentes que je pouvais avoir quand même. Mais j'ai eu plusieurs retours d'autres lecteurs qui eux étaient déçus. Et donc voilà, moi j'ai un petit peu peur avec l'Inde de Suraj de créer des attentes chez des lecteurs qui soient déçus au final. Donc c'est aussi ce qui me fait hésiter à reprendre mon podcast. Parce que j'ai l'impression, ce podcast, que je vous dois quelque chose en fait, quelque part. Qu'en partageant mon travail, je vous dois d'être régulière, je vous dois une certaine honnêteté par rapport à mon travail. Et puis bon, j'ai aussi mis en pause parce que j'étais un peu déprimée autour de mon texte et j'avais l'impression d'avoir la vue complètement brouillée et de ne faire que me répéter. Et j'avais pas envie de complètement vous déprimer avec mes déboires autour de l'écriture. À un moment, ça sert à rien d'en rajouter. Du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas bien d'attendre encore un peu et de reprendre finalement ce podcast une fois qu'il y aura une avancée concrète autour ? Parce que là, ça risque de continuer encore comme ça 1 an, 2 ans. Le temps que je termine, là je vais reprendre la lecture, je me souviens plus ce que je m'étais dit, il faut que je reprenne mes notes par rapport à ça. Est-ce que je reprends toute la lecture ou est-ce que je retravaille que la fin, je me souviens plus. Et quel retravail il me reste à faire. Et après, de nouvel envoi en maison d'édition, mais voilà, je sais que comment c'était la première fois, ça va être pareil cette fois-ci, ça va être aussi compliqué. Et après, une autre question que je me pose, c'est que je me dis peut-être que ça serait bien de me prendre une petite semaine à Paris, d'y aller avec mes manuscrits sur le bras et de les distribuer dans les grandes maisons d'édition plutôt que de les envoyer par courrier. Je pense que ça me ferait faire beaucoup d'économies si je faisais ça. Et en même temps, l'occasion de voir des copines sur Paris, ce qui serait pas plus mal. Bon, c'est dans longtemps, donc je ne vais rien prévoir pour le moment. On verra bien. Ah oui, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'étudier ce qui me fait rire. Donc là, je suis en train de me refaire toute la saison de Friends. Bon, à la base, c'était pas du tout pour étudier quoi que ce soit, c'était juste pour le plaisir. J'ai jamais regardé en entier. Et puis, il se trouve qu'en ce moment, c'est sur Netflix. Donc, je me retape toutes les saisons, tous les épisodes. Et en fait, ça me fait vraiment bien rigoler. Alors, ça dépend des fois. Quand ça part trop dans les extrêmes, ça me fait plus rire du tout. Mais quand même, très souvent, je rigole. Et du coup, je note. Je commence à noter les moments où je rigole. Pourquoi ? Les répliques que je trouve
sympa, etc. Parce que j'ai envie que mon essai comique soit drôle. Donc j'étudie l'humour. Le samedi 15 janvier 2022. Je suis censée reprendre l'Inde de Soulage aujourd'hui. Il est 11h18 et je ne m'y suis pas encore mise alors que ça fait depuis 8h que je suis réveillée. Mais j'appréhende parce que j'ai peur d'être déçue de ce que j'ai fait, j'ai peur de me retrouver encore tétanisée devant ce texte. Donc je fais plein d'autres choses plutôt que ça. J'ai beaucoup avancé sur l'essai comique puisque a priori j'ai un premier jet qui est terminé. Bon, je suis pas sûre que ça me plaise tel quel, ni que ça ait le moindre intérêt, mais bon, c'est toujours un peu le problème, hein. Quand j'ai écrit un premier jet, je suis rarement satisfaite de moi. Et après, je pense qu'il faut que j'arrête d'être aussi exigeante par rapport à moi-même, parce que je lis des textes souvent qui sont tout à fait corrects, qui ont été publiés et qui, moi, m'intéressent. Pourquoi est-ce que je serais obligée d'écrire un truc sensationnel pour intéresser du monde ? Enfin voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ça y est, je viens enfin de m'y mettre. Donc, ce que j'ai noté dans choses à faire, c'est qu'il faut que je reprenne la lecture du texte à partir du moment où mes deux personnages se rencontrent, que j'aille jusqu'au bout de la relecture du texte, puis je commence les corrections à partir de la page 232. Mais pendant ma relecture, je ne fais aucune correction, je me contente juste de prendre des notes. Donc là, je viens d'enregistrer mon texte sous format PDF pour pas être tentée de faire des corrections. Et on va s'attaquer du coup à la relecture à partir de la rencontre. Je vais vous lire un passage de mon roman que je pense que je peux partager sans trop spoiler. En rentrant de l'école ce jour-là, traînaient les débarras des maisons sur les trottoirs. Les encombrants allaient passer. Chacun avait entassé devant sa porte les choses dont il ne voulait plus. Il y avait des monticules d'objets tous les quelques mètres, sur lesquels les yeux d'Olivia s'attardaient un peu. Un passe-temps comme un autre, qui changeait du paysage trop habituel du retour de l'école. Parmi les débris, alors qu'elle n'était plus qu'à quelques rues de chez elle, une pile de magazines avait capté son regard. Des montagnes d'anciens géos. Elle n'avait pu s'empêcher d'en piocher quelques-uns par hasard, attirée par les paysages aquatiques, les îles tropicales et idylliques que lui vantaient les couvertures, ou par les portraits de visages inconnus qui lui semblaient si exotiques parce que si lointains. L'un d'entre eux retint tout particulièrement son attention. En couverture, le visage grimé d'une femme selon des coutumes étrangères, rides amoureux autour du monde. Le titre accrocheur avait tout pour lui plaire. Ses quelques magazines sous le bras, elle avait accéléré le pas tout à la hâte de découvrir ces nouveaux trésors qui racontaient des pays étrangers, des hommes et des femmes d'ailleurs. Chez elle, elle s'était aussitôt plongée dans cet article sur les rites amoureux. Elle avait été happée par ce qu'elle y découvrait. Elle avait 14 ans alors. Elle ne connaissait rien de l'amour et encore moins de la sexualité. Elle avait toujours appris que la virginité était un précieux cadeau à préserver pour l'homme dont elle tomberait amoureuse, et qui serait dans l'idéal l'homme de sa vie, qu'il ne fallait surtout pas gâcher ce trésor avec n'importe qui. Jusque-là, elle avait écouté le conseil des adultes, surtout celui de ses parents, mais elle était curieuse. La semaine dernière déjà, l'une des filles de sa classe avait couché avec un garçon pour la première fois. Tout le monde en avait parlé avec jugement et envie. Chacun avait donné son avis sur la question, la plupart ne voyant pas cela d'un très bon œil. Comme si la fille était trop jeune pour découvrir le sexe. Comme si elle s'était faite duper par un garçon mal intentionné pour ne pas avoir assez attendu. Comme si, de manière irréversible, elle avait perdu quelque chose sans l'avoir choisi elle-même. Olivia non plus n'avait trop su qu'en penser. Elle avait suivi l'avis général, sans être sûre d'être tout à fait d'accord. À la lecture de cet article, elle découvrait qu'il existait au centre-est de l'Inde, dans la région du Chhattisgarh, au sein de la tribu des Maurya, un lieu réservé aux adolescents, dans lequel ils pouvaient faire l'expérience de la sexualité sans aucun tabou. Ce lieu s'appelait le Gothul. Cette découverte avait résonné en elle comme un coup de fouet qui l'avait tirée de sa torpeur. Tout n'aurait-il pas été plus simple pour elle si elle avait grandi là-bas parmi les Maurya ? Se serait-elle posé toutes ces questions autour de l'amour et de la sexualité ? Y aurait-il eu cette totale confusion entre les plaisirs du corps et les restrictions de la morale ? Tous ces tabous qui interféraient alors comme une dichotomie entre ce qu'elle était et ce que sa société et son éducation lui imposaient. Ces interdits sur la chair des femmes, ces préjugés qui avaient pesé sur sa vie de jeune fille et qui allaient, durant de longues années, empiéter sur sa vie de femme. Longtemps, elle avait cru qu'elle n'était pas née au bon endroit. Elle avait pensé que c'était à elle de trouver sa voie, de construire sa propre culture.
Alors, j'ai commencé à travailler à 11h30, il est 13h05 et en l'espace donc d'une heure et demie, j'ai commencé à la page 36 et j'en suis à la page 50. Donc j'ai lu une quinzaine de pages. Ça risque de me prendre pas mal de temps, cette relecture. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que je ne trouve rien à corriger en profondeur. Je trouve que ça avance plutôt pas mal. Il n'y a rien qui me choque dans l'écriture. Je trouve que je pourrais tout à fait lire ça dans un roman. Le fait de constater ça me rassure amplement. Je vais continuer ma lecture. J'aimerais avancer. Si je pouvais lire une centaine de pages aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, vu qu'on est samedi, autant en profiter. Si je pouvais avoir terminé ma relecture avant lundi, ça serait génial. En sachant que j'ai quand même 276 pages à lire, et vu la vitesse à laquelle je lis, je suis pas sûre quand même d'y arriver. Mais bon, on va tenter le coup. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Instagram, @AureliaHorner, et m'envoyer un petit message. Vous pouvez par exemple me dire ce que vous avez pensé du petit extrait que je vous ai lu. Toutes les critiques, positives et même négatives, sont les bienvenues, surtout si elles sont constructives. Enfin ça c'est surtout pour les critiques négatives. Et si vous avez des problématiques d'écriture à me soumettre, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.